Ok, alors bonjour, bienvenue. On va commencer. C'est le sujet de notre conférence. Donc, faire du stress son allié en exploitant ses qualités. Je sais, un titre comme ça fait un peu gourou, illuminé, mais c'est ce titre-là que j'ai choisi pour vous dire que aujourd'hui, ce qu'on va voir, ça va vous aider vraiment à faire face à quelle que soit l'épreuve que vous avez à affronter dans votre vie. Si vous pouvez appliquer ça, ce qu'on voit, à ce que vous vivez ou à ce que vous vous apprêtez à vivre, c'est déjà objectif gagnant pour moi. Vous voyez? Donc, on va commencer en vous parlant de lui. Est-ce que vous connaissez c'est qui, lui? Hans Selye. Est-ce que c'est un nom que vous avez déjà entendu? Non, c'est pourtant lui qui a inventé la notion du stress. Enfin, il n'a pas réellement inventé, mais on lui attribue la notion du stress. Ça a été vraiment un chercheur majeur dans les recherches sur le stress. Hans Selye, il a écrit un livre qui s'appelle « Le stress de la vie ». Ce livre-là, il synthétise un peu toutes les recherches sur le stress, toutes les recherches qu'il a pu mener, il a synthétisé dans ce livre. Et moi, du coup, je vais vous parler du stress de ma vie, de ce que j'ai vécu, des gros stress, des gros chapitres que j'ai vécu dans ma vie. C'est possible que ce que je vais vous raconter sur moi va faire le lien avec ce que vous avez vécu sur vous. Vous allez peut-être faire des liens et je vais faire le lien entre ce que moi j'ai vécu et les modèles sur le stress. Les modèles scientifiques que la psychologie a pu aboutir, a pu dessiner sur le stress et donc sur la gestion du stress. Alors, tout commence là, je sais, ça commence il y a assez longtemps. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce manuel-là? Rien que le voir, là, ça me crée déjà un petit malaise. Vous voyez ce manuel-là? C'est le manuel Ratus. Ratus et ses amis. C'est le manuel qui a permis des gens de mon âge à apprendre le français, à apprendre à lire, à écrire. En fait, ce n'est pas que le CP, c'est tous les cours de français qui me mettaient mal à l'aise, qui me mettaient en difficulté depuis le CP jusqu'au bac. Le français, ça a toujours été quelque chose de difficile pour moi. Vous voyez, et même pendant c'est surtout pendant le primaire où moi, les cours de français, j'en faisais des cauchemars. Je le voyais vraiment dans mes rêves. Et c'était à chaque fois une appréhension de savoir que j'allais dans ces cours-là. Il faut que je vous dise que je suis dyslexique. Mais ça, on l'a su après. Vous voyez, c'est quand j'ai commencé mes cours en psychologie, quand j'ai commencé ma licence en psychologie, on a beaucoup de cours sur la dyslexie en psychologie et je me suis reconnu à 100% dans le tableau. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à creuser. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai fait mon bilan chez une orthophoniste et le diagnostic est tombé, donc dyslexie. À cette époque-là, au primaire, j'avais un diagnostic aussi, c'était celui de feignant, de paresseux, de patamouche, de peu mieux faire. Vous imaginez déjà, on connaît déjà le lyrics, on connaît les petites paroles que les professeurs peuvent nous donner. Et d'ailleurs, pour préparer la conférence, j'ai recherché un peu mes archives. Je suis allé fouiller dans les bacs lointains, les souvenirs, les notes du primaire. Donc ça, c'était des notes de la 5e. Donc vous voyez, 6,5, notes du professeur, une confusion dans la compréhension. On ne fait pas mieux, 6, travail inachevé. Ah ben oui, vous savez, après, dans mes aménagements, donc que j'ai pu avoir uniquement à la fac, j'avais un tiers-temps. Et finalement, avec un tiers-temps, ça change tout. On a le temps de finir ces examens, quoi. 5,5, on ne fait pas mieux, D'horribles faits, devoirs inachevés. Là, on a le combo, on a les deux en même temps. Donc, je me suis accroché, on tient bon, et les difficultés, ils commencent au niveau du master. Donc, il faut savoir, vraiment, quand j'ai commencé mes études, quand j'ai commencé la fac, ça a été vraiment un mouvement de libération pour moi. J'ai enfin pu faire ce que je voulais, j'ai choisi la psychologie, je kiffais vraiment chaque cours. Et c'était en même temps, mes cours, c'était en même temps un cumul d'épanouissement intellectuel, en même temps beaucoup de stress.
Et le summum du stress, c'était pour lui, pour mon mémoire. Là, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai vécu le plus gros stress. Vous savez, hein, en master, il faut rendre un mémoire pour valider donc, le master. Moi, c'était donc un master de psychologie. Et pour mon master, pour mon mémoire, j'ai décidé de faire une étude sur l'efficacité de la sophrologie pour une maladie respiratoire qui s'appelle la BPCO. La BPCO, c'est un peu comme l'asthme, mais ça touche plus les personnes âgées. Et je voulais que cette étude soit parfaite. J'y mettais beaucoup d'efforts, j'avais une haute attente envers ce que je faisais, envers mon rendu. Et vous voyez, moi, je voulais que ça soit vraiment parfait parce que je voulais contribuer à la reconnaissance scientifique de la sophrologie. Et je voulais tellement que ça soit parfait que je voulais carrément passer une année de plus à la fac pour bosser encore sur ça pour qu'on puisse rien y dire, hein, que ça soit zéro faute, quoi. Mais, parce qu'il y a un mais, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais en général, une difficulté en amène une autre, un stress en amène un autre, un malheur en amène un autre, tout s'enchaîne dans notre vie. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Moi, c'était mon cas pour lui. 3 semaines avant la date butoir, donc de remise du mémoire, il y avait la femme que j'aimais follement à cette époque qui m'a annoncé qu'elle rentrait pour la Guadeloupe. Moi, il me suffisait de terminer mon mémoire pour pouvoir la rejoindre. Le problème, c'est que j'étais bien loin de le terminer, ce mémoire. Donc, vous voyez, j'étais tiraillé entre les deux. Entre cette envie, en même temps, de rendre quelque chose de parfait et donc de prendre le temps pour faire quelque chose de parfait, et en même temps, l'envie de partir au plus vite pour rejoindre ma copine. J'étais tiraillé entre les deux, c'était vraiment un sale moment de ma vie. Je me suis dit comment je fais, je me sentais comme paralysé, vous voyez. Et c'est à ce moment-là que j'ai appelé ma psychologue, que je lui ai parlé un peu de ce que je vivais, pour avoir un conseil, pour savoir quoi faire en fait. Et c'est à ce moment-là qu'elle a crié sur moi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi jamais, c'est la seule fois qu'un psychologue crie sur moi. Je suis psychologue, je n'ai jamais crié sur un seul de mes patients. Elle a crié sur moi, elle m'a dit « Jonathan, t'arrêtes tes bêtises, t'assois tes fesses, tu bosses sur ton mémoire, tu rentres en Guadeloupe et tu rejoins ta copine. » Eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai bossé comme jamais. En 3 semaines, j'ai bossé avec une intensité de travail que j'ai jamais eue de ma vie. Je l'ai rendu vraiment à la dernière minute. Je suis rentré en Guadeloupe et j'ai pu vivre avec elle. Vous voyez comme quoi ça a du bon d'être têtu dans la vie et on ne soupçonne même pas la quantité de ressources qu'on a en soi lorsqu'on est au pied du mur. Donc je suis rentré en Guadeloupe, j'ai commencé à travailler, je me suis installé dans mon cabinet et les stress ont continué. J'ai animé pas mal de conférences depuis que je suis revenu, il y a 6 ans. J'ai animé pas mal aussi de plateaux télé. Et le tout premier plateau télé que j'ai tenu, c'est avec elle. Est-ce que vous la connaissez? Vous la reconnaissez? Hein? Brigitte Zabarel, bien sûr. Merci à Brigitte Zabarel, hein, quelqu'un de talentueux qui m'a trouvé, qui m'a reconnu et qui m'a proposé de participer à une de ses émissions. Et donc les caméras tournent. Elle me voit en train de respirer, elle me voit en train de faire un exercice de respiration, elle me questionne sur ça, elle me dit « Mais monsieur Lacavé, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On dirait que vous faites de la sophrologie. » Et donc là, je lui expliquais que c'était bien l'exercice de respiration que je faisais pour apprendre à gérer mon stress. Vous voyez? Donc, on a pu l'utiliser pendant même la présentation télé. Donc, on revient à notre ami, Hans Selye. Je vais vous raconter un peu sa vie parce que lui, c'est vraiment un auteur majeur. C'est pas lui qui a créé la notion du stress, comme je vous disais, mais il a contribué vraiment, il a ouvert la voie de la recherche sur le stress. Et surtout, c'est lui le premier qui a étudié le stress sur les souris. Hans Selye a fait ses études à Prague, donc en tant que médecin, et il a fait son internat dans un service d'infectiologie. Infectiologie, ça veut dire qu'il recevait des patients venant qui avaient toutes sortes de pathologies, toutes sortes d'infections. Et il s'est rendu compte que ces patients ils avaient des symptômes en commun. Quelles que soient les pathologies qu'ils avaient, des choses qui se retrouvaient, des symptômes qui se retrouvaient, quelle que soit la pathologie.
Et en fait, ces symptômes-là, c'est ce qu'on appelle les symptômes du stress, tout simplement. Je vais vous poser une petite question, c'est interactif. Quels sont les signes du stress? Quels sont les symptômes du stress, selon vous? Vous pouvez y aller, c'est à votre tour. Là quoi? Les palpitations, exactement, le cœur qui bat vite. Exactement, comme vous faites à l'instant. Donc, ouais, c'est ça. On a des tremblements, des mouvements, hein, les jambes sans repos, l'agitation, les mains. Exact, on peut jouer avec ses cheveux. Ouais, c'est tous ces tics, ces mouvements idéomoteurs qui vont nous montrer que c'est une façon de calmer l'excitation interne, hein, calmer le stress interne. Exact. Pas d'autre? La transpiration, une transpiration excessive. C'est un peu ce que je ressens là. Eczéma, on peut avoir des manifestations sur la peau, eczéma, psoriasis, vitiligo. La respiration qui s'accélère, tout à fait. Yes! On est pas mal là. Hein? Des maux de tête, des vertiges, des céphalées. Ça fait partie des signes du stress, exactement. Ok, tout ça c'est les signes du stress. On est bien d'accord qu'on n'est pas obligé d'avoir tout ça pour se sentir stressé, mais ça fait partie des symptômes du stress. Et c'est ça qu'il observe déjà pendant qu'il fait son internat. Donc il décide de creuser ce sujet-là, il en fait son sujet de thèse et il publie cette étude-là et ça va ouvrir le champ de la recherche scientifique sur le stress. Alors, les études sur le stress, ça remonte à il y a 90 ans. Donc, Hans Selye publie sa thèse il y a 90 ans. Vous vous rendez compte que l'Homo sapiens existe depuis 300 000 ans. Donc, ça fait 300 000 ans qu'on expérimente le stress. Et pourtant, ce stress, il a été modélisé il y a seulement 90 ans. C'est dingue, non? Et donc ça, ce que je vous publie là, c'est une étude qui a été publiée sur PubMed qui rend hommage aux études de Hans Selye. Donc, cette étude est sortie il y a 10 ans, qui fêtait les 80 ans de la première publication de Hans Selye. Et donc, il a publié sa première étude sur la revue Nature. La notion du stress en psychologie s'inspire de la notion du stress en physique. Vous voyez, en physique, le stress, c'est une force. Je vais le prendre, mais bon, je ne vais pas le casser, hein, le micro que je n'utilise pas. Le stress, c'est une force qu'on applique sur un objet, vous voyez, pour le faire casser. Si on applique une force d'un coup, l'objet casse d'un coup, c'est ce qu'on appelle donc le stress aigu. Mais si on applique cette force-là de façon continue, on va casser l'objet à l'usure, en prenant le temps. C'est ce qu'on appelle le stress chronique. Et donc, ce que vous voyez ici, donc en abscisse, ici, la flexibilité de l'objet, la déformation de l'objet. Ici, en ordonnée, le stress. Donc, c'est la force qui est appliquée, hein, l'intensité de la force. Et vous voyez qu'à un moment, l'objet, il se contorsionne jusqu'à ce qu'il ne peut plus bouger et donc il casse. C'est ce qu'on appelle le stress point, ou sinon en français, le point de cassure. C'est de là que ça vient à la base, le stress. Alors, on va faire quelque chose que les psychologues n'aiment pas trop faire parce qu'on sait que la prévention par la peur, ça ne marche pas. Mais je trouve que c'est hyper important de dire quels sont les effets sur le corps du stress chronique. Vous voyez, un stress important qui est appliqué sur une longue durée. On sait que le stress, il est facteur d'apparition, donc il va augmenter le risque d'apparition et il est aussi facteur d'aggravation pour à peu près toutes les pathologies qui tuent. Vous voyez, si quelqu'un n'est pas mort d'un accident, il va mourir d'une des pathologies qui est sur cette liste. Donc, le stress va augmenter l'apparition et l'aggravation des pathologies respiratoires, comme on l'a vu avec la BPCO par exemple. Il va augmenter le risque d'AVC, des cancers, quel que soit le cancer, diabète de type 2 et des troubles cardiaques, donc arythmie, crise cardiaque et tous les autres troubles cardiaques. Donc, c'est quand même quelque chose à garder à l'esprit et donc, ça, c'est ce que je dis aux personnes qui me disent oui, le stress, finalement, c'est quelque chose d'assez banal. À quoi ça sert finalement de s'y intéresser?
finalement ça ne mérite pas tant d'attention. Mais oui, quand même, au fond, parce que ça peut réellement créer des pathologies assez lourdes. Donc sur le stress, on considère qu'il y a 3 phases. D'abord la phase d'alarme. Donc la phase d'alarme, c'est lorsque la menace arrive, lorsqu'elle s'expose à nous. Phase d'alarme, nos défenses sont en train de s'organiser, elles ne sont pas encore organisées. On se mobilise pour faire face à cette menace. La phase de résistance, le stresseur est là, donc la menace elle est bien présente. Maintenant, nos défenses internes, elles sont organisées pour faire face à cette menace. Et on affronte. Donc soit nos capacités d'adaptation ont suffi et donc le stress diminue, s'arrête. On a réussi à vaincre ce stresseur. Soit nos capacités de résistance n'ont pas suffi et elles s'amenuisent et c'est ce qu'on appelle l'épuisement, la phase d'épuisement. Vous allez faire le lien, hein, les personnes qui ont eu un burn-out, c'est exactement ça. Elles ont fait face pendant longtemps, pendant même plusieurs années et puis à un moment, elles n'arrivent plus. Elles n'arrivent plus à se lever. Elles pleurent sans cesse. La moindre petite chose les met dans un état de catastrophe. Vous voyez, elles ne peuvent tout simplement plus parce qu'elles n'ont plus les réserves, elles n'ont plus l'énergie. Donc les études, comme je dis, Anseli, il a ouvert vraiment le champ de la recherche disciplinaire, des études sur le stress et ces études continuent. Et c'est une équipe états-unienne qui publie un modèle absolument révolutionnaire en psychologie. Il est publié en 1984. Il publie ce qu'on appelle le modèle transactionnel. En réalité, c'est un modèle à double évaluation. Donc, eux, ils considèrent que le stress apparaît lorsque on fait une double évaluation. Le stress est le résultat d'une double évaluation. Dans un premier temps, on va évaluer la menace et dans un deuxième temps, on va évaluer nos capacités à faire face à cette menace. On va prendre l'exemple avec un mammouth. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les psychologues, ils adorent prendre l'exemple de mammouth pour illustrer une notion psychologique, surtout la notion du stress. Donc, un mammouth à gauche et à droite, un homme des cavernes. Donc, dans un premier temps, l'homme des cavernes, il va évaluer la grosseur du mammouth, sa dangerosité, la grandeur de ses lances. Et dans un deuxième temps, il va évaluer sa propre capacité à faire face à cette menace, à ce mammouth. Donc, il va évaluer combien d'hommes ils sont dans sa tribu, est-ce qu'il a des lances, est-ce qu'il peut affronter ce mammouth. Donc, s'il estime qu'il est plus fort que ce mammouth, il va partir au combat. Donc, le stress sera très faible. Si au contraire, il estime qu'il n'a pas les capacités pour faire face à ce mammouth, alors le stress sera énorme et il va partir en courant. Si on prend un exemple un peu plus proche de nous, on peut prendre un parent qui travaille en télétravail, donc chez lui, qui est sollicité par ses enfants. Donc s'il estime qu'il a le temps pour faire face à toutes ces sollicitations, le stress ne sera pas très fort. Et s'il estime au contraire qu'il n'a pas le temps pour faire face à toutes ces sollicitations, c'est à ce moment-là que le stress serait énorme. Vous voyez? Donc, voilà, ça reprend un peu ce schéma. Donc, on voit que deux évaluations, hein, on évalue la grandeur de la menace. Dans un deuxième temps, on va évaluer nos capacités à faire face à cette menace. Vous voyez qu'avec ce modèle, finalement, ce modèle, il est génial parce qu'il nous montre deux axes majeurs pour faire face au stress, quels que soient les stress finalement. Soit on peut jouer sur la contrainte, le niveau de contrainte, donc sur l'ampleur de la menace, la dangerosité de la menace. Pour ça, on peut diminuer la menace. Pour prendre un exemple, on peut dire que pour le travail, il faut diminuer le boulot en petits bouts et en petits lots. Ça, c'est un moyen mémotechnique pour que ça reste bien gravé dans votre esprit. Ça, on peut jouer sur l'autre axe, c'est-à-dire nous, gonfler nos capacités. Vous voyez, se donner plus de capacités pour faire face à cette menace. Donc, on peut s'en gonfler en compléments alimentaires, jouer sur la micronutrition. On peut, comme je l'ai fait avec mon mémoire, aller voir un psychologue, aller voir un thérapeute pour vraiment gonfler cette capacité de gestion de nos émotions, trouver des solutions qu'on n'avait pas encore envisagées, mieux comprendre la situation dans laquelle on est.
Et augmenter ses ressources, c'est exactement ce que j'appelle exploiter ses ressources personnelles. En sophrologie, justement, la sophrologie est inspirée en partie des courants humanistes. On considère que nous avons tous des capacités en nous et la sophrologie vient aller exploiter ces capacités en nous pour faire face à l'obstacle. Est-ce que vous connaissez lui là? Hulk. Vous voyez? Je vais vous parler de l'histoire qui est derrière Hulk. Donc, je vais vous raconter l'histoire d'une dame qui avait son enfant à peu près 4-5 ans et une voiture est passée à renverser l'enfant. Donc, son enfant était sous la voiture et cette femme a réussi à trouver la force pour soulever la voiture, faire sortir son fils et récupérer son fils qui était dans la voiture. Elle a pu le récupérer intact. Ça vous montre que dans des situations extrêmes, on arrive à trouver des forces extraordinaires pour faire justement ce qui tient, pour réussir à sauver, à prendre soin de ce qui est cher pour nous. Donc on n'imagine même pas l'ampleur des ressources qu'on a lorsqu'on est dans des situations extrêmes. Et c'est justement pour ça que Jack Kirby, donc le dessinateur de Hulk, a voulu s'inspirer de cette histoire-là pour créer Hulk. Jack Kirby, c'est un dessinateur un peu spécial parce qu'il voulait que chacune de ses histoires, donc chacun de ses dessins animés, soit inspiré de faits réels pour créer ces bandes dessinées parce qu'il voulait justement que ces bandes dessinées puissent nous apprendre quelque chose sur la nature humaine, sur la psychologie. Et ça, c'est une phrase de John DeMartini. Nous pouvons exploiter nos ressources intérieures uniquement si nos valeurs les plus élevées sont en jeu au moment donné. John DeMartini, c'est quelqu'un d'absolument extraordinaire. C'est une référence dans tout ce qui s'agit des valeurs existentielles humaines. Donc, on va prendre un exemple un peu caricatural. Ne tombons pas dans la caricature, mais c'est vraiment pour vous donner un exemple. On a tous des hiérarchies, on a tous une hiérarchie de valeurs. C'est juste que cette hiérarchie, elle sera différente pour chacun. Donc, si on prend un exemple, prenez une infirmière qui a sa hiérarchie de valeurs. On peut faire l'hypothèse que dans sa hiérarchie de valeurs, contribuer au bonheur des autres, ça sera la valeur number one de sa hiérarchie de valeurs. Alors que l'esthétique, c'est pas sa valeur phare, c'est pas ce qui la fait vibrer. Alors si on prend le contrario, un artiste, on va considérer que dans sa hiérarchie de valeurs, la valeur esthétique, ça sera une valeur fondamentale pour cette personne, pour cet artiste. Pareil que la valeur liberté. Et à contrario, la valeur contribuer au bonheur des autres, c'est pas sa came. C'est important, mais c'est pas la chose la primordiale pour cette personne, pour cet artiste. Donc c'est aussi une invitation finalement pour vous, pour voir qu'est-ce qui est réellement important pour vous. Quelle est votre hiérarchie de valeurs? Ça, c'est un exercice essentiel qu'on fait en coaching et en psychologie de façon générale. Parce que c'est vraiment nos valeurs les plus élevées qui vont nous motiver à faire ce qu'on a envie de faire, à faire ce qu'on fait. Et lorsque ces valeurs ne sont pas satisfaites, on aura un sentiment de vide. On aura un sentiment d'être passé à côté de quelque chose dans notre vie, un sentiment de vide intérieur. Vous voyez? Là, on va présenter quelque chose qui est assez important pour moi parce que je suis sophrologue, psychologue, donc la méditation, c'est quelque chose que j'utilise assez souvent dans mon cabinet. Donc, la méditation, c'est quelque chose qui est vraiment étudié, qui est validé par plus de 1000 études scientifiques comme étant quelque chose d'essentiel, quelque chose qui fonctionne pour réduire le stress. Si on prend un petit temps pour définir ce qu'est la méditation, ça peut être un peu comme cet escalier en colimaçon, c'est-à-dire que plus on descend et plus on rentre à l'intérieur de soi. La méditation, ça veut dire retourner vers soi. Ça veut dire vraiment aller dans son intériorité, tourner le focus sur soi. Et c'est uniquement comme ça qu'on retourne vers soi, qu'on retourne vers son intériorité, qu'on peut exploiter justement nos capacités internes. Donc je vais vous présenter là une petite expérience, une méditation que moi j'aime bien faire avec des patients qui viennent justement parce qu'ils souffrent du stress et qui
va affronter une épreuve qui leur paraît insurmontable. Donc, lorsque la personne vient me voir, elle est là, à T0, elle va affronter quelque chose qui lui paraît insurmontable, le mur qui est matérialisé juste ici. Donc, cette personne-là, je la ramène à T0, à T-1, juste là. T-1, c'est juste après qu'elle ait affronté un autre mur, quelque chose qui lui paraissait surmontable avant, dans le passé, mais qu'elle a réussi à dépasser. Le mur qui est juste là. Donc, on la ramène à T-2, juste avant d'affronter ce mur-là. C'est-à-dire à peu près qu'elle vit le même sentiment qu'elle vivait à ce moment-là à T-2. Donc, on la ramène là, on lui fait ressentir finalement qu'est-ce qu'elle ressentait, cette impression de ne pas pouvoir y faire face, cette impression d'impuissance là. Et puis, on la ramène à T-1, finalement, on lui fait voir qu'elle a réussi à dépasser cet obstacle-là. Et puis, on installe une conversation entre la version de soi T-1 et la version de soi T0. On lui fait voir finalement qu'est-ce qu'elle peut tirer comme enseignement. La personne à T-1, elle est riche de bagages, elle est riche d'une expérience. Elle a réussi à dépasser quelque chose qui lui paraissait insurmontable. Et donc, elle peut transmettre comme ça des paroles encourageantes, des paroles motivantes et l'amener à relativiser en fait. Celui qui est là, devant moi, à T0. Ça, c'est un exercice hyper important pour justement apprendre à relativiser. De 1. Relativiser, se dire que cet obstacle, cette chose qui me paraissait insurmontable, j'ai déjà dépassé quelque chose qui me paraissait insurmontable. C'est un exercice hyper intéressant pour nous permettre de mettre en valeur, pour honorer toutes nos capacités qui sont là, en nous, en réserve. Et prendre conscience qu'ils sont exploitables. Il suffit d'aller les chercher. C'est un exercice qu'on ne va pas faire aujourd'hui parce que les conditions ne le permettent pas, vous l'avez compris. Mais c'est quelque chose que je propose assez régulièrement dans mon cabinet. Ok, j'espère que là, vous avez pu faire le lien avec quelque chose que vous avez vécu, que vous avez pu voir ainsi les différents modèles sur le stress et finalement voir qu'ils peuvent s'appliquer à un large panel de situations dans notre vie. Je vous invite à m'ajouter pour qu'on reste en contact. Donc Facebook, Instagram, TikTok. On peut retrouver aussi mes vidéos sur YouTube. Donc tout ça avec l'arrobase à Académie Gestion du Stress. Vous pouvez m'écrire. Donc là, c'est le numéro de mon secrétariat pour prendre rendez-vous. Je donne aussi des ateliers gestion du stress. Ils vont reprendre dans quelques mois. Donc, c'est des ateliers sur 10 semaines, une séance par semaine, des séances des ateliers, donc des ateliers d'1h30. Ensemble, on va vraiment voir tous les aspects de la gestion du stress, voir différents modèles pour pouvoir appliquer ces notions-là à différentes situations. Vous voyez, c'est un peu un tour, une revue, un tour d'état des lieux pour voir quel modèle va pouvoir être appliqué à votre situation et à d'autres situations. Il y a aussi pas mal d'exercices de sophrologie, comme les exercices de respiration, pour pouvoir apaiser son état interne et donc finalement augmenter ses capacités pour faire face à ces différents stress. Tout ça, on va le voir dans la formation qui va bientôt commencer.